Hello hello mes nomades préférés, bienvenue sur votre podcast Connexion Ensoleillée. Je suis Joyson, créatrice de ce podcast et freelance en consulting e-commerce. L'idée de ce podcast est de vous partager des conseils pratiques pour optimiser votre travail à distance et découvrir des personnes aux histoires inspirantes tant au niveau personnel que professionnel qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat en ligne et travaillent désormais en voyageant. J'espère que chaque moment passé ensemble vous donnera un peu plus envie de rejoindre la communauté des nomades digitales. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons parler du marché du digital nomade afin d'avoir les mêmes connaissances et les mêmes définitions de ce mode de vie. Et comme ça, dans les prochains épisodes, nous pourrons approfondir certains sujets. Donc on va parler dans cet épisode du contexte du nomadisme digital. Qui sont-ils, le profil type, qu'aspirent-ils et quelles sont leurs valeurs, leurs besoins, mais aussi leurs inconvénients. On parlera un petit peu aussi de l'actualité des digital nomades. En ce qui concerne les sources, donc je me suis aidée principalement de sources US, car c'est vrai qu'il y a beaucoup d'articles à ce sujet, étant donné que le mode de vie est plus répandu qu'en France. J'ai vu que 11% des Américains se considéraient comme étant des nomades digitaux. Dans l'article, ils disent qu'on va passer de 40 millions en 2023, ce qui est déjà énorme, à 60 millions en 2030. Donc c'est vraiment un marché porteur, un marché en plein boom et un mode de vie qui se propage de plus en plus, et dans tous les pays. C'est un sujet qui revient de plus en plus. C'est pourquoi je voulais en parler et notamment évoquer en premier lieu la définition d'un digital nomade. Pour moi, c'est plus un style de vie, un mode de vie et un état d'esprit qu'un statut et un emploi. Parce qu'on va le voir juste après, mais il y a plusieurs statuts qui nous met dans la case digital nomade et il y a plusieurs emplois qui nous met aussi dans la case digital nomade. Pour moi, les nomades digitaux ont certains points communs qui se reflètent notamment dans le style de vie et dans l'état d'esprit. Le digital nomade utilise principalement Internet pour travailler à distance. Comme son nom l'indique, il utilise le digital pour travailler à distance et habite dans un lieu qui est autre que son lieu de travail. Ça lui offre une liberté et une indépendance géographique et financière et ça permet de s'épanouir dans des environnements exceptionnels de par la culture, de par les paysages et de par la richesse des échanges de la communauté des nomades digitaux. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, ça demande quand même beaucoup de discipline et de rigueur pour pouvoir pallier au stress des revenus potentiellement aléatoires et aussi de tout notre environnement qui change plus rapidement et plus souvent que des profils classiques de personnes. Donc, comme je le disais tout au début, il peut y avoir plusieurs statuts pour appartenir à la communauté des nomades digitaux. On n'y pense pas souvent, mais il y a les salariés en télétravail. Oui, c'est possible de négocier avec certaines entreprises en fonction de l'ancienneté et en fonction aussi de l'environnement plus ou moins international de certaines entreprises. C'est possible donc de négocier un télétravail à temps plein, du full remote à temps plein pour justement pouvoir habiter et découvrir d'autres endroits, d'autres lieux géographiques que le lieu de son travail. Il y a aussi les freelances. Ce sont des personnes qui travaillent avec un ou plusieurs clients selon la mission. Et ce sont aussi des personnes qui sont libres d'organiser leur temps de travail et d'avoir plus de flexibilité dans leur journée de travail et dans leur mission, dans leur quotidien de manière générale. Et enfin, il y a aussi les entrepreneurs, les web entrepreneurs qui gèrent un business en ligne et qui gagnent leur vie en vendant des produits ou des services numériques. Pour moi, ce sont le must de l'indépendance parce que vraiment, c'est notre propre marque, enfin notre propre business qui ne dépend que de nous, alors que pour le coup salarié, donc on dépend d'une entreprise. Là on a un contrat avec une entreprise et le freelance on est quand même soumis à beaucoup de contraintes. On n'a pas forcément un contrat comme le salarié et on n'est pas forcément libre comme un entrepreneur peut l'être. C'est vrai que c'est un entre-deux, ce qui permet d'avoir plus de sécurité qu'un web entrepreneur à ses débuts et ça permet aussi d'avoir plus de liberté qu'un salarié du coup en télétravail. En ce qui concerne les métiers, donc les métiers qui favorisent ce style de vie du nomadisme digital, ce sont tous les métiers du digital qui nécessitent
un ordinateur et une connexion Wi-Fi pour pouvoir travailler pleinement et de manière optimisée. Quand je pense au métier du digital, je pense notamment aux consultants e-commerce comme moi, aux chefs de projet digital, coordonner tout un projet entre les différentes agences, les différents intervenants et les différentes étapes d'un projet. Il y a aussi tout ce qui concerne les personnes qui gèrent les réseaux sociaux, social media manager, community manager, etc. On a toute la catégorie des développeurs, donc plutôt la catégorie donc, qui vont gérer le back-office ou le front-office des sites internet. On a aussi les designers UX et UI et graphistes, donc eux qui vont gérer tout ce qui est l'image de marque d'une entreprise. On a aussi les rédacteurs SEO et les copywriters. On a également les consultants marketing digital. On a le consultant CRM et le gros hacker. Mais c'est vrai que, hormis les métiers du digital, il y a aussi d'autres métiers qui peuvent aussi se prêter à ce style de vie et auxquels on pense moins. Mais ce sont quelques métiers de la finance, notamment les métiers de la comptabilité et de la formation en ligne, puisque vraiment il suffit qu'on ait, comme je vous l'ai dit, besoin principalement d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi. Ça pour le coup, il faut vraiment du matériel et une connexion très correcte et rapide pour pouvoir être en contact avec le client et pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Alors qui sont-ils? En termes d'âge, les digital nomades sont assez jeunes, mais pas tant, puisque la tranche d'âge se situe entre 25 et 40 ans, donc on va dire 32 ans pour donner un profil type. C'est vrai que moi, à première vue, j'aurais pensé qu'ils étaient vraiment jeunes, que directement à la sortie des études, les gens voulaient être digital nomades, c'était une vocation, et en fait non. Avec une prise de recul, je pense qu'il faut d'abord être dans un âge accompli, avoir testé plusieurs choses, que ce soit en salarié ou en freelance. Donc il faut tester plusieurs statuts, peut-être plusieurs métiers également, pour savoir ce que l'on aime, ce que l'on veut et la direction vers laquelle on veut aller. C'est vrai qu'on a plus tendance autour de la trentaine de savoir ce que l'on veut, de savoir dire non et de savoir dire oui aux opportunités qui viennent à nous. En termes de genre, il y a majoritairement plus d'hommes que de femmes. Et en termes de niveau d'études, c'est principalement des personnes qui ont un niveau d'études supérieur au bac+3 justement pour être dans des métiers notamment développeurs, chefs de projet, graphiste, etc. Il faut quand même des compétences dédiées, donc des compétences dans le développement web, dans le marketing, rédaction, la finance. Ce sont des compétences qui s'acquièrent au fil des études. Et les personnes sont originaires généralement, principalement des États-Unis, comme je l'ai dit au début. C'est pour ça qu'on a principalement des articles qui sont en anglais et qui viennent des États-Unis. Ça se développe de plus en plus, les médias commencent à en parler, à prendre en compte justement toute cette communauté de nomades digital. Qu'aspirent les nomades digital? Pourquoi ce mode de vie? Alors ça, c'est vraiment une question très large et qui, je pense, nécessite plus qu'un épisode. Mais c'est vrai que généralement, les nomades digitaux aspirent à plus de flexibilité dans leur quotidien, dans leur mode de vie et dans leur travail. Plus de liberté, c'est vraiment pour moi, je pense, la valeur la plus présente. Et je pense que tous les nomades digitaux recherchent plus de liberté et aussi ils veulent aussi découvrir, que ce soit découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux pays, de nouveaux paysages, mais aussi découvrir de nouvelles cultures et bien sûr découvrir de nouvelles personnes qui leur ressemblent. Et ça permet aussi d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle et bien évidemment avoir plus d'opportunités pour voyager. Alors si on devait dresser un profil type, j'en ai fait un, mais c'est vrai que ça ne représente pas tout le monde. Mais quand on prend la majorité, c'est ce profil qui ressortirait. Ça serait, dans le jargon marketing, on appelle ça un personae. Donc ça serait, pour moi, mon personae, c'est Victor, 28 ans, qui est développeur et travaille en remote dans le digital. Il aime explorer de nouvelles technologies et de nouveaux outils digitaux pour améliorer la productivité. Il a un mode de vie qui est plutôt durable et minimaliste afin de favoriser les différents environnements, les différentes destinations. Il est fan d'aventure et de sport, notamment de surf et de randonnée.
et il s'intéresse aux domaines qui sont l'investissement et l'indépendance financière. En termes de passion, il aime créer des solutions tech tout en voyageant. Il aime aussi partager le fait que pour lui c'est très important d'avoir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, tout en favorisant son bien-être mental. Et il est engagé dans des activités extérieures et d'adrénaline dans différentes destinations. Il aime coder et développer des projets de développement dans des cafés et dans des coworking. C'est vraiment les lieux où on retrouve le plus de digital nomades. Il aime donc surfer au lever et au coucher du soleil sur des plages tropicales. Bien évidemment, c'est dans les endroits où il y a le plus de soleil qu'on retrouve les digital nomades, parce que qui ne rêve pas de pouvoir surfer au lever et au coucher du soleil. Et il aime aussi aller à des événements qui favorisent les rencontres avec la communauté des digital nomades, mais pas que, aussi des événements de la tech, et pour pouvoir aussi favoriser son networking dans ce cas-là. Son statut personnel, sentimental, il est célibataire et il a une vision de la vie qui est de mener une vie remplie d'expériences significatives au détriment des possessions matérielles. Il favorise aussi sa croissance personnelle et donc le développement personnel, et il veut être libre financièrement. Il veut mettre à profit ses compétences en technologie et en entrepreneuriat pour pouvoir créer des entreprises numériques tout en explorant le monde et en s'immergeant dans diverses cultures. C'est vrai qu'il valorise la liberté, donc la flexibilité et surtout l'authenticité dans son style de vie, dans son état d'esprit et aussi dans ses rencontres. Il donne la priorité aux expériences et aux relations plutôt qu'aux possessions matérielles. Ça, c'est vraiment un trait qui ressort beaucoup, je pense, quand tu décides de devenir digital nomade, parce que déjà tu voyages avec très peu d'affaires, hormis ton matériel digital. Mais hormis ça, c'est vraiment un mode de vie minimaliste qui prône dans cette communauté. En termes d'avantages, donc les avantages sont multiples. Déjà, le premier avantage auquel on pense, c'est que l'on peut travailler d'où l'on veut à partir du moment qu'on a une très bonne connexion Wi-Fi et un très bon matériel pour justement favoriser les échanges avec le client. C'est super important. Quand on travaille dans le digital, tu as besoin d'être connecté à des outils spécifiques pour avoir tes résultats. Aussi, l'avantage, c'est que tu es flexible dans les horaires. Donc généralement, certes, même si par exemple tu es chef de projet et que tu es en lien beaucoup avec le client, avec des agences et avec d'autres intervenants, il faut que tu respectes certaines horaires. Mais c'est vrai que généralement, tu as quand même une flexibilité dans certains jours ou certaines périodes de l'année. En termes d'autres avantages, on peut découvrir donc forcément des endroits incroyables, s'enrichir culturellement, c'est vraiment la base pour moi du voyage, et aussi découvrir vraiment des endroits. Moi je sais que quand j'ai voyagé donc à sac à dos, si vous n'avez pas entendu mon premier épisode, je vous invite à l'écouter, mais j'ai vu des endroits auxquels je pensais même pas que ça pouvait exister en fait. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, vraiment aussi ouvrir son esprit, ou s'ouvrir au monde, aux autres, et vraiment accepter les différences de chacun, les différences culturelles, les différentes manières de penser, etc. C'est hyper important. Les avantages, c'est aussi de rester plus longtemps sur un lieu pour s'imprégner de la culture en comparaison aux vacances. Parce que c'est vrai que les vacances, on adore le lieu, etc. Mais on y reste 2 semaines, 3 semaines maximum. Et après, il faut rentrer, on revient au quotidien et c'est oublié. Alors que là, justement, on peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus si affinité. Mais c'est vrai que c'est cool parce que du coup, tu peux rester vachement longtemps et vivre la vie comme une locale en fait. Donc, tu auras une réelle expérience et de réelles expériences à raconter à tes proches, à ta communauté. C'est toujours plutôt sympathique. En ce qui concerne le coût de la vie, il est généralement plus bas que la France. Je pense notamment à l'Asie, mais aussi en Amérique du Sud, dans certains endroits et pays. Alors que du coup, pour nous, nos revenus vont être comme ceux de la France, alors que du coup, notre mode de vie va baisser, et du coup, notre pouvoir d'achat va du coup augmenter.
parce qu'on aura un revenu qui est équivalent avec un mode de vie qui est moindre. Il y a aussi un meilleur équilibre professionnel et personnel. On apprend aussi à dire non, donc ça c'est plutôt avec l'expérience, on apprend à dire non et on apprend aussi à connaître ses limites et sa dose de travail à supporter. De mon point de vue, je dirais qu'on arrive plus facilement à se déconnecter de l'ordinateur, d'internet, etc. afin de profiter de l'instant présent et de l'environnement qui nous entoure, parce que justement on a cet environnement exceptionnel, alors que dans des journées de télétravail classiques, on aurait tendance à rester plus longtemps sur l'ordinateur. Ensuite, je dirais qu'on a un mode de vie aussi plutôt minimaliste. Donc comme je vous le disais aussi auparavant, on rencontre, et ça c'est super important, c'est qu'on peut rencontrer des personnes similaires à notre mode de vie, avec le même état d'esprit, la même vision du voyage et du business. Et ça, pour le coup, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est rien que cet avantage, pour moi, c'est le must. Parce que quoi de mieux que de rencontrer des personnes qui ont déjà vécu ce que tu veux faire ou ce que tu t'apprêtes à faire. Et quoi de mieux que de rencontrer des personnes qui peuvent t'enrichir, qui peuvent t'apprendre, à qui tu peux apprendre et à qui tu peux donner ce que tu as reçu auparavant en fait. Pour moi, c'est... Voilà, j'en perds les mots carrément. Aussi, je pense que ça te forge un état d'esprit qui te permet de t'épanouir et d'avoir une plus forte, une plus grande croissance personnelle et une meilleure connaissance de soi, une meilleure découverte de soi. Parce que déjà, on sort de sa zone de confort, on n'a pas le choix d'aller vers les autres, d'écouter les autres et de prendre en compte les différences culturelles. Donc on est vraiment, au quotidien, on est défié par plein de choses qui n'auraient jamais pu arriver dans notre quotidien en France. Et on vit des expériences que, honnêtement, très peu de personnes vont connaître au moins une fois dans leur vie, quoi. Et enfin, on fait aussi des activités incroyables, des activités de fou, comme des activités nautiques, le surf, le wakeboard, le kitesurf. On fait aussi des randonnées avec des paysages, mais à couper le souffle pour le coup, genre vraiment à couper le souffle, des trails. Et on se dépasse vraiment dans ces activités, c'est vraiment un dépassement de soi. J'en ferai, je pense, un épisode dédié, mais quand je suis partie en Amérique du Sud, j'ai fait des randonnées, mais de 10 heures, sous la pluie, sous la neige, etc. Je pensais même pas que j'étais capable de ça. Bon là, du coup, c'était pas dans le cadre du nomadisme digital, mais ça m'a ouvert au voyage. Donc, voilà, je trouve ça cool de le raconter. En ce qui concerne les inconvénients, alors pour le coup, le premier auquel je pense, c'est l'isolement social. Parce que certes, on est dans des environnements incroyables, etc. Mais parfois, on a tendance à être seul parce que on vient d'arriver dans ce nouvel environnement. Ça prend du temps aussi de se créer un cercle social, un cercle proche. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal, si on ne connaît pas les applications ou les endroits où les gens comme nous sont, c'est vrai qu'on a du mal à se créer un cercle social. Déjà aussi parce que aussi notre client, il n'est pas sur place, donc on n'a pas forcément de collègues, on n'a pas forcément d'échanges avec notre client et nos potentiels collègues. Mais du coup, ça demande de redoubler d'efforts pour se créer du coup ce cercle social et de se créer des relations professionnelles, personnelles. Et je pense qu'une fois qu'on se crée ce cercle-là, pour le coup, les relations sont d'autant plus enrichissantes et t'apportent d'autant plus que des personnes que tu aurais trouvées peut-être dans ton quotidien sans sortir de ta zone de confort. Et je pense que se créer un cercle social, on peut le faire en allant du coup à des événements professionnels, en s'abonnant à des espaces de coworking, aussi en se créant des profils sur des applications de rencontres d'amis. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui se font des applications de rencontres d'amis, après... ou plus, tout dépend de chacun. Mais c'est vrai que pour moi, c'est hyper important d'être avec des gens qui matchent avec mon énergie. C'est vrai que j'ai du mal à être avec beaucoup de personnes qui ont des énergies différentes parce que à la fin de la journée, je suis épuisée parce que ils m'ont pris toute mon énergie et ça demande justement double d'effort d'être avec ce genre de personnes. Même si ce genre de personnes, ils n'ont rien fait de mal. C'est juste que moi, personnellement, ça ne matche pas. Donc c'est vrai que c'est parfois difficile de matcher avec des personnes, mais c'est un peu le défi au quotidien. Petit aparté, en ce qui concerne les autres inconvénients, je dirais notre dépendance à Internet et notamment à la connexion Wi-Fi.
parce que certes on est dans un lieu du coup différent de notre quotidien, mais il nous faut une vraie connexion Wi-Fi qui soit rapide. Et d'ailleurs je dirais que c'est le critère le plus important quand on choisit notre destination, afin que l'on puisse travailler dans de bonnes conditions et aussi pouvoir contacter notre client sans grande difficulté. Pour le coup, pas de connexion est égal pas d'argent, et pas d'argent est égal pas de voyage en fait. Donc on n'a pas le choix d'être connecté à internet tout simplement. On peut aussi avoir une instabilité financière, notamment pour les indépendants, plutôt pas pour les salariés. Parce qu'en fait, si on a des missions courtes, il faut toujours qu'on ait un coup d'avance, qu'on soit en période de prospection avec des clients potentiels pour la suite. Il faut toujours penser à plus tard, donc c'est vrai qu'il faut toujours mettre des actions en place, comme aller à des événements, prospecter sur LinkedIn, mettre en place des newsletters, etc. Toujours en phase d'alerte sur les opportunités business, regarder sur les sites dédiés les offres de freelance ou de business. Et ensuite, on peut avoir aussi des services santé qui ne peuvent pas être aussi performants et peu chers que la France. Parce que c'est vrai qu'avec la France, ça c'est connu et reconnu qu'on a un système de santé qui est plutôt riche comparé à d'autres pays. Et avec le système que l'on a, on ne paie très peu ou rien, alors que dans d'autres pays, ça peut vite monter dans des montants vraiment indécents, quoi. En ce qui concerne la fréquence des voyages, ils font entre 3 et 5 pays par an. C'est vrai que ce genre de personnes favorise le slow tourisme en restant entre 1 et 4 mois pour s'imprégner de la culture, bien connaître les lieux, même rencontrer des personnes, etc. Je pensais qu'il y en aurait plus, mais c'est vrai que 3 à 5 pays par an, c'est plutôt pas mal déjà, je trouve. Où est-ce que vivent les nomades digitaux? Alors, dites-moi en commentaire quels endroits vous pensez. Est-ce que c'est des Airbnb, plutôt hôtels, plutôt van? Et vous, d'ailleurs, quelles sont vos préférences? Alors, appuyez maintenant sur pause et accordez-vous 1 à 2 minutes pour réfléchir à cette question-là. En tout cas, selon des études, c'est l'hôtel pour la majorité et le Airbnb. C'est vrai que quand je vais à Paris par exemple, j'utilise uniquement des Airbnb et jamais d'hôtel. À l'étranger, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser l'hôtel parce que c'est plus rassurant. On se dit que ça va être propre, sécurisé, etc. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus sécurisant. Et du coup, à votre avis, sur quel continent les digital nomades préfèrent séjourner? Bon, en vrai, celle-là, elle est facile. Alors, c'est l'Asie. Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai dit, le mode de vie et le pouvoir d'achat est moindre comparé en France. On peut faire beaucoup plus de choses à moindre coût. Il y a beaucoup de petites îles, beaucoup de pays à visiter, et aussi les pays mettent en place des actions qui favorisent la venue des digital nomades. Je pense notamment à l'Indonésie, à la Thaïlande. Donc voilà, il y a quand même de plus en plus de pays qui favorisent l'arrivée des nomades digitaux. Maintenant, je voulais parler de l'état d'esprit à adopter pour avoir ce mode de vie, parce que bien évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas pour tout le monde. Quand je pense à l'état d'esprit adopté, je pense notamment à la capacité d'adaptation. En effet, je pense qu'il faut savoir s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture et de nouvelles personnes, mais aussi un nouveau mode de vie, une nouvelle routine, etc. Donc c'est vrai que ça peut faire peur et ça peut dissuader certaines personnes qui sont habituées à leur quotidien et à leur confort, même à des personnes qui ont un cercle d'amis depuis l'enfance, etc. Alors ça ne veut pas dire que les digital nomades n'ont pas d'amis d'enfance, etc. Au contraire. Mais je pense que il faut savoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à de nouvelles choses et savoir s'ouvrir justement à toutes ces nouveautés qui arrivent et s'ouvrir notamment avec optimisme, parce que sinon ça risque d'en pâtir sur l'expérience que l'on va vivre. Ensuite, il faut être doté d'une certaine créativité parce que bien évidemment c'est l'aventure tous les jours. On a beaucoup d'inconnus dans notre quotidien, donc il faut apprendre à être créatif et à savoir rebondir facilement. Il peut se passer tout un tas d'événements qui seraient sûrement improbables dans notre quotidien en France. Donc voilà, il faut apprendre à contourner les choses moins cool
qui nous arrivent en faisant preuve de créativité et en les rendant peut-être plus cool ou en relativisant. Il faut aussi savoir travailler dans un endroit différent. Je pense que tout le monde le sait, c'est que travailler dans un endroit différent, ça favorise la créativité et donc l'innovation. Il faut aussi faire preuve de résilience, apprendre à ne pas abandonner, à ne rien lâcher et à aller de l'avant. Et aussi, une capacité très importante, c'est la gestion du stress. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'inconnus dans ce nouvel environnement. Donc il faut apprendre à gérer le stress et justement à relativiser, comme je le disais auparavant. Il faut aussi apprendre à rester motivé, à ne pas se laisser envahir par ce bel environnement, ce beau paysage et tous les événements, toutes les sollicitations qu'on peut avoir dans cet environnement. Il faut aussi donc apprendre à rester productif, à se créer une routine productive parce que quand même on est là, c'est grâce à notre travail. Ça, j'en parlerai dans un épisode dédié parce que je pense que c'est important d'apprendre à rester productif et de donner des conseils, des tips pour justement favoriser cette productivité. Il faut aussi apprendre à gérer son emploi du temps pour respecter les délais du client, peu importe le décalage horaire. Donc voilà, je vais terminer par parler de l'actualité des nomades digitaux. Alors, donc les nomades digitaux, ils ont généralement un pouvoir d'achat conséquent, que ce soit des salariés, des entrepreneurs ou des freelances. Ils ont du coup le pouvoir d'achat français, donc avec un salaire, un chiffre d'affaires français, et généralement il va aller dans des endroits avec un pouvoir d'achat moindre. Donc ce qui génère du coup plus d'argent. Alors une étude a été réalisée en 2023 par l'écrivain de voyage qui estime que les nomades digitaux contribuent à hauteur de 787 millions de dollars à l'économie globale. Je vous mets la source dans la description bien évidemment. Donc c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour les pays de booster leur économie qui peuvent être très saisonnières. C'est aussi une grande opportunité business pour chacun car du coup, les nomades digitaux ont besoin de services et de produits adaptés à leur mode de vie. Donc, il y a beaucoup de besoins et donc beaucoup de produits et de services qui vont pouvoir se créer pour répondre justement à ce marché. Du coup, on le voit d'ailleurs, de plus en plus de destinations offrent un visa adapté aux nomades digitaux. Notamment, récemment, j'ai vu la Turquie. Il y a aussi la compagnie aérienne Japan Airlines qui a créé un service de location de vêtements qui permet aux voyageurs de louer des vêtements adaptés à la destination dans laquelle ils vont vivre pendant quelques semaines ou mois. Justement, ça permet de ne pas s'encombrer et puisque les nomades digitaux ont un certain mode de vie minimaliste, ils vont voyager de manière légère et donc dans les destinations plus froides qui vont nécessiter beaucoup de vêtements chauds, de gros matériel, etc., ça permet d'être équipé sans s'encombrer. Et aussi, le fait d'acheter une maison et emménager a été vu pendant longtemps comme le Graal pour une vie épanouie, de même qu'accumuler beaucoup d'argent et le mettre dans un livret d'épargne, etc. Mais c'est vrai que ce schéma traditionnel, il a tendance à s'estomper de plus en plus de nos jours parce qu'on voit encore que ce schéma, il génère beaucoup trop de souffrance alors qu'on pensait que c'était le rêve pour tout le monde et que tout le monde allait être heureux avec ce schéma-là. Mais les mentalités, c'est vrai qu'ont changé. Le nomadisme digital est vu comme un style de vie qui casse complètement les codes et qui n'est pas dans les normes et peut parfois être incompris par ceux qui n'en ont en tête que le schéma traditionnel, donc la maison et l'emménagement. Et donc c'est vrai qu'il y a un vrai challenge là-dessus à faire comprendre ce mode de vie et ce besoin à beaucoup de gens parce que il y a uniquement qu'une partie de la population, du coup les nomades digitaux, qui vont comprendre ce mode de vie et vont ressentir ce besoin de voyager pour s'épanouir. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez beaucoup aimé et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir terminé l'écoute de cet épisode et merci de le partager tout autour de vous, à votre famille de voyageurs, vos amis entrepreneurs et futurs entrepreneurs et à tous ceux pour qui ce podcast sera bénéfique. Je vous invite également à mettre le plus d'étoiles possible avec un petit commentaire, une question, votre ressenti pour que je puisse devenir la reine des classements. Je lis tous vos messages avec grand plaisir.
Si vous souhaitez me voir plus souvent, suivez-moi dès maintenant sur YouTube et Instagram. Les liens sont dans la description de cet épisode. Activez également les notifications pour recevoir les épisodes de Connexion Ensoleillée dès leur sortie. Enfin, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter la plus ensoleillée et connectée qui regorge de tips. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous vous rapprochez un peu plus de votre liberté professionnelle. De mon côté, j'ai beaucoup aimé créer cet épisode pour vous. Alors n'oubliez pas, il n'est pas point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. À très vite!